Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Donc on est dans notre deuxième vidéo de corrigé de l'épreuve Minepon 2019, les parties communes aux trois filières MPPC et PSI. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer à la partie 2B, croissance hivernale de l'épaisseur de glace. Donc un sujet assez classique, un vieux sujet qui était tombé à l'X ou aux mines d'ailleurs il y a peut-être une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années. En tout cas, voilà, c'était un bon énoncé, il était bien guidé, il y avait vraiment tout pour avancer avec des questions un petit peu ouvertes également, mais on va voir qu'avec un petit peu d'analyse dimensionnelle, on pouvait éviter quelques pièges. Une question sur l'ampli-hop, ou sur l'ALI comme on dit, mais bon, alors ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu limite. Allez, on va pas se focaliser là-dessus. Donc, on nous explique qu'en fait, on a une couche de glace qui va grossir. Donc d'un côté, la glace est en contact avec de l'eau, il y a une couche, un peu comme une couche limite, au sein de laquelle la température varie de 4 degrés à 0 degré, la température de changement d'état. Et donc si la couche augmente, c'est clairement parce que l'air est à une température très basse, T2 égale à moins 40 degrés Celsius. Alors attention, j'ai mis T2 au niveau de la surface, mais comme on va le voir, parce qu'on a la loi de conducto-convection, la température de surface de la glace ne sera pas égale à la température de l'air. Il n'y a pas continuité de la température à chaque fois qu'on utilise un flux conducto-convectif. Voilà, j'espère que tu as un petit peu parcouru en avance ce sujet-là, parce que comme d'habitude, pour savoir où on va, c'est quand même assez intéressant de le parcourir. Alors, question 11. Donc il fallait établir l'équation de diffusion thermique au sein de la glace de conductivité thermique lambda G de masse ρg. Donc ça, c'est vraiment la question classique. Donc il faut faire un petit découpage, limiter une surface latérale. Enfin là, de ce point de vue-là, l'énoncé était plutôt sympa parce qu'il te le disait. Donc on travaille sur une couche entre Z et Z plus DZ de section S. Et donc il fallait appliquer le premier principe. Donc explique toujours ce que tu fais. Ne te lance pas directement dans les équations sans dire à ton examinateur ce que tu fais. Donc on applique le premier principe à ce volume élémentaire d taux égale S dz pendant dt. Donc du, la variation d'énergie interne, c'est le transfert thermique élémentaire plus le travail élémentaire, il n'y en a pas. Donc la petite masse, donc ρ glace fois le volume d taux. Donc ça c'est la masse élémentaire fois la capacité thermique massique, donc fois la variation de température, la dérivée partielle de la température par rapport à T, donc qui dépend de Z et de T. C'est le transfert thermique entrant en Z moins le transfert thermique sortant, donc en Z plus dZ. Donc on compte positivement en convention du portefeuille ce qui rentre et négativement ce qui sort. Donc ça vaut donc le flux, on utilise le vecteur JQ de la loi de Fourier, JQS dt, le flux entrant, moins JQ en Z plus dZ et de TS dt, donc moins dJQ sur dZ dZ SDT. Si on s'aperçoit qu'on a oublié des SDT, eh bien tiens, j'en ai oublié un, eh bien on le rajoute après, c'est pas grave. Donc on va simplifier par S et par dt et donc on obtient le bilan thermique et on va remplacer JQ par moins lambda gradienté, c'est-à-dire moins lambda, alors tout est algébrique, hein, dt sur dz, donc moins ça va faire plus, égale plus lambda d de t sur dz2, donc l'équation de diffusion thermique. Alors, question 12. Donc, détermine une expression donnant l'ordre de grandeur de la durée delta t de la diffusion au sein de la glace sur une hauteur delta z. Alors, on va utiliser pour ça la notion de diffusivité thermique, faire un peu d'analyse dimensionnelle sur des grandeurs caractéristiques de la diffusion. Donc des raisonnements, je suis sûr, bien connus. Voilà, donc si on considère que la diffusion a lieu durant un temps delta t
sur une distance delta z, donc avec une distance caractéristique. Ces grandeurs seront reliées entre elles par estimation. C'est plus que de l'analyse dimensionnelle, hein, c'est vraiment une estimation en ordre de grandeur. Parfois, ce truc-là, on peut lui donner un nom, D thermique par analogie avec la diffusion de particules, ou A thermique. Mais bon, voilà, laissons-le comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il nous fallait delta T. Donc, delta T, on va l'isoler. Donc, delta T, de l'ordre de grandeur de delta Z au carré, ρg, cg, sur lambda. Et comme d'habitude, le commentaire, c'est que la diffusion, c'est un phénomène qui s'essouffle avec le temps. Ce n'est pas un phénomène efficace, contrairement à la convection, puisqu'on voit que si on prend une distance 2 fois plus grande, il faudra attendre 4 fois plus longtemps. Une distance 10 fois plus grande, il faudra attendre 100 fois plus longtemps. Donc voilà, ça s'essouffle avec le temps, la diffusion. Alors, quelle durée doit-on attendre afin de pouvoir considérer que pour des évolutions assez lentes, la température Tg ne dépend pratiquement plus du temps? Précisez ce que l'on entend par assez lente. Donc en fait, là, on est en train de nous préparer à l'utilisation de ce qu'on appelle l'approximation des régimes quasi permanents ou quasi statiques, c'est-à-dire utiliser des profils en température typiquement linéaire dans ce type de situation, à une dimension. Pourquoi est-ce qu'on pourrait les utiliser dans une situation dans laquelle finalement les grandeurs varient quand même dans le temps, mais suffisamment lentement? Bon, j'ai trouvé cette question formulée d'une manière un petit peu ambiguë. Bon, alors ici, ce ne sont pas les températures des milieux qui sont en contact avec la glace qui varient. Donc on n'a pas de temps caractéristique de ces températures. Quand on se trouve avec, par exemple, un milieu entre une couche de glace, et si les températures ici variaient avec un certain temps caractéristique, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut que le temps de diffusion, ce temps typique de diffusion pour une épaisseur delta Z de glace, soit très petit devant le temps caractéristique de variation de ces températures. Donc ici, malheureusement, on n'a pas de temps caractéristique à se mettre sous la dent, à ce stade en tout cas du raisonnement. On en aura peut-être un plus tard, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que le temps de diffusion à travers la glace soit très petit devant le temps caractéristique avec lequel cette couche de glace va augmenter pour pouvoir considérer que pendant ce temps que la diffusion thermique a lieu, donc forcément des fortes températures vers les basses températures, la couche de glace n'a presque pas eu le temps d'augmenter. Voilà, bon, j'écris pas au tableau, hein, je fais ça oralement. Alors, 13, donc définir et exprimer les résistances thermiques pour une aire S des couches de glace et d'eau refroidie sous la glace. Donc là, par analogie avec l'électricité, donc une résistance, donc par exemple prenons la résistance de l'eau. Donc la résistance de l'eau, ça va être T1 moins T0, la différence de température sur le flux thermique qui la traverse. Comme on suppose qu'on est en régime quasi permanent, l'équation de diffusion thermique s'écrit d de t sur dz2 égale 0, donc t de z est égal à az plus b. On a un profil linéaire de température. Donc ici dans l'eau, on a, alors l'origine, je la mets ici sur la partie entre l'interface entre la glace et l'eau. Donc l'ordonnée à l'origine vaudra T0 et donc la pente vaut T0 moins T1 divisé par l'épaisseur de cette couche limite fois petit z. Donc on vérifie bien que quand on fait z est égal à moins E, eh bien les T0 se simplifient et il nous reste bien T1. Et quand on fait z égale 0, on a T0. Et donc par la loi de Fourier, on peut calculer le flux. Donc le flux c'est JQ fois S, c'est donc moins lambda dt sur dz fois S, donc ça fait lambda T1 moins T0 sur E fois S, et donc il ne nous reste plus qu'à identifier
la résistance thermique. Donc il fallait, je pense, le démontrer, hein, parce que pas simplement le balancer, puisque définir et exprimer, donc il y avait quand même une petite démonstration à la clé. E divisé par lambda, donc c'est le lambda de l'eau, bien sûr, S. Donc voilà la résistance de l'eau. Alors, une fois que tu l'avais fait, soit pour la glace, soit pour l'eau, je pense qu'il n'était pas nécessaire de recommencer pour l'autre. Donc la résistance de la glace, donc ce sont des résistances de conduction thermique ou de diffusion thermique. Donc là, ça va faire Zg sur lambda de la glace fois S, où Zg est l'épaisseur de glace au moment où on regarde. Donc dans la suite, on nous introduit la loi de Newton qui nous parle des transferts pariétaux, des transferts conducto-convectifs. Donc on nous introduit ici à la surface supérieure de la banquise. Donc ici, cette loi, comme d'habitude, cette loi est donnée toujours en valeur absolue. Hein, donc là, c'était bien expliqué que ça va être à nous de l'algébriser. Donc, il nous dit que la puissance dissipée, en fait, c'est une puissance surfacique. Attention, c'est surfacique. Hein. C'est proportionnel au gradient de température entre l'air au voisinage immédiat. En fait, il y a une couche limite aussi ici, selon laquelle, enfin, dans laquelle la température va varier de la température de surface à la température de l'air. Donc, on néglige son épaisseur, hein, et on fait comme si on avait une discontinuité de température. Donc, ce flux sortant, eh bien, il est proportionnel donc, à cette différence de température de surface et de l'air qui est au-dessus, avec un coefficient H qui dépend en fait de la convection. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que c'est une convection forcée, une convection naturelle ou pas? Donc le coefficient H est donné. Et donc on sait que, enfin on va le démontrer, qu'on peut démontrer l'équivalent d'une résistance thermique, ce qu'on appelle une résistance pariétale, parce qu'elle fait apparaître la paroi, ou une résistance de conducto-convection. Donc la définition de cette résistance, bah, c'est par analogie avec la même définition que tout à l'heure, pour que ce soit homogène déjà. Donc ça va être TS moins T2 divisé donc par le flux, et le flux, donc ça va être PU divisé par S, cette résistance pariétale. Alors, ensuite, on nous donne un schéma électrique équivalent à la situation. Donc, alors, ce schéma électrique, il fallait un petit peu l'expliquer. Donc, on part de la température à moins 4 degrés. On prend une surface S. Donc, on a l'équivalent des potentiels, c'est bien sûr les températures. Donc, on part d'une température T1, donc on peut la compter comme par rapport à la masse, hein, bien sûr, c'est l'équivalent d'un potentiel, donc est égal à 4 degrés. Et donc, on a un flux qui traverse cette épaisseur d'eau, un flux qui va des fortes températures vers les plus basses. Et donc ici, on a la température T0 est égale à 0 degrés Celsius. Alors on va voir, c'est pour ça qu'on introduisait ce pseudo-Ali là, dans le schéma électrique équivalent. Ensuite, donc on a la glace, donc encore une résistance de diffusion thermique, Rg, celle qu'on vient de calculer. Et puis ensuite, donc en série, la façon dont l'énergie est évacuée à la surface, donc c'est par la loi de Newton, donc tout ceci encore en série. Alors ce qui pouvait paraître plus étonnant, c'était l'introduction de ce générateur de Norton, là, ce générateur de courant parfait, avec un courant électromoteur dirigé vers le bas, phi, et tout ça était relié en plus à un truc qui ressemble fortement, on va dire, à un Ali. Et donc il était relié à la masse. Et on nous dit qu'ici, on a une différence de potentiel ou une différence de température dans le schéma équivalent égale à 0. Donc à un moment donné, je pense qu'il fallait dire que les potentiels étaient équivalents aux températures et que les courants étaient équivalents au flux thermique. Alors, pourquoi introduit-on ce flux? Eh bien, c'est parce que ici, on a un changement d'état
qui permet donc à la couche de glace d'augmenter. Donc le changement d'état, il se fait à la température de changement d'état, on va dire à la pression atmosphérique de 1 bar. Et donc pendant d'été, on peut supposer que cette couche de glace augmente de dZg ici. Alors, on sait que pour faire fondre la glace, ça libère de l'énergie, mais quand au contraire la glace se solidifie, alors oui, je l'ai pris ici sur déjà le volume de glace existant, mais en fait il vaudrait mieux le mettre en dessous, parce qu'en fait on prend plutôt sur l'eau, mais enfin on va supposer qu'on met toujours l'origine sur cette interface eau-glace. Donc quand on a une solidification, ça libère de l'énergie, et donc cette énergie va forcément diffuser, et elle va diffuser vers le haut. Alors on pourrait se poser la question pourquoi elle ne diffuse pas vers le bas. Ben, c'est parce que la diffusion a lieu des fortes chaleurs vers des fortes températures vers les températures les plus basses. Donc c'est un flux supplémentaire qui se rajoute à ce niveau-là et qui est donc lié au fait qu'on a une épaisseur de glace dZg qui va se solidifier. Et donc dans le schéma équivalent, on va avoir un peu comme une loi des nœuds parce qu'on a un flux thermique donc, qui provient ici de l'eau. On a un flux thermique supplémentaire dû à la solidification et ces deux flux vont s'additionner et vont donner le flux total qui va diffuser à l'intérieur de la glace et qui va se retrouver après, donc là, par conservation du flux, au niveau de la loi de conducto-convection de Newton sur la surface. Donc, ici, on pourrait appeler ce flux phi-eau, ça, ce flux, donc cette intensité phi glace. Et donc, la loi des nœuds, ici, va s'écrire donc phi plus phi-eau est égal à phi glace, est égal aussi donc à ce flux sortant, donc Pu fois S. On va voir que l'équation qu'on cherche est basée sur ce raisonnement. Alors, en électricité, connaissez-vous un dispositif D permettant d'assurer une différence de potentiel nul sans appel de courant? Donc il s'agit d'un ALI, d'un amplificateur linéaire intégré, avec des impédances d'entrée très élevées. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de courant, le courant est négligeable. Donc souvent, voilà, une impédance d'entrée de l'ordre de 10 mégohms, souvent très très grande devant les autres impédances du circuit. Attention, ce truc-là, c'est franchement hors programme en PC et en MP. Alors, pour avoir une différence de potentiel nul, il faut que ça fonctionne en régime linéaire. Parce que si on est en régime saturé ou en régime non linéaire, on va avoir une différence de potentiel non nul, le epsilon. J'ai fait toute une série de vidéos là-dessus aussi, c'est plutôt pour les psi. Donc le epsilon sera non nul. Et donc comme on a relié ici l'une des bornes à la masse, à l'équivalent de la masse, donc à T0 égale 0 degrés Celsius dans le schéma équivalent, ben ça veut dire qu'ici aussi, on a une masse, mais qu'il n'y a pas de flux qui rentre, donc ça veut dire que le flux passe directement dans la résistance air glace. Et donc, alors pour fonctionner en régime linéaire, il faut une rétroaction. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir relier la sortie à, par exemple, l'entrée moins. Donc, il faut un montage en régime linéaire, donc un circuit en régime linéaire, pour assurer, alors on ne sait pas là ce que devient la sortie du coup de l'ampli, à quoi elle servirait, ça ne sert à rien dans le schéma électrique équivalent, mais en tout cas, il faut une rétroaction entre la sortie et l'entrée moins. En thermodynamique, pour quelle raison la différence de température aux bandes de D est-elle maintenue nulle? Donc là, en gros, l'idée c'est pourquoi est-ce qu'ici on a forcément une température de 0 degré Celsius? Alors ça, c'est parce que comme on a un équilibre diphasique entre l'eau et la glace, donc on a deux phases, la glace et l'eau, on sait que ce changement d'état va se faire à température constante, la température de changement d'état, si on considère que la pression est fixée. Donc le changement d'état a lieu à température fixée quand la pression est fixée. Donc là maintenant on en arrive à la question 17 qui va être vraiment le cœur de la résolution de ce problème. Donc, ah oui, alors j'ai peut-être pas exprimé ce que valait phi. Alors ça c'était dans la question 15. Bon, je suis passé directement de la question 15 à la question 16, donc je reviens un petit peu en arrière. Alors ce phi, qu'est-ce que c'est que ce phi? Ce phi, si on prend la surface S, c'est par unité de temps, donc un flux c'est en watts, une puissance c'est en watts, c'est un flux thermique, donc on peut aussi s'aider de l'analyse dimensionnelle. Donc on va dire que si on a une couche dZg de glace,
qui se solidifie, ça va correspondre à une masse, donc ρ glace, donc on nous le demandait en fonction de ρ glace, donc fois S fois dZg, donc S fois dZg c'est le petit volume, donc là on a la masse de glace qui s'est solidifiée, donc multiplié par la chaleur latente massique de fusion comptée positivement, donc sur dt, puisque ça a lieu pendant un intervalle de temps dt. Alors là j'étais un peu légèrement gêné aux entournures. Ah oui, non, c'était écrit en fonction notamment. C'est vrai, je viens de le voir. C'était pas écrit en fonction de LF Roger, c'était en fonction notamment. On voulait voir si tu introduisais toi-même cette fameuse surface S. Et effectivement, il fallait le faire. On va le voir que c'est nécessaire pour qu'après, là, ça simplifie bien. Donc, alors, écrivons l'équation différentielle complète. Donc, S dZg sur dt, cette vitesse de croissance de la glace, Roger LF, donc ça c'est la puissance libérée par la solidification, plus donc le flux qui provient de la couche limite. Donc phi c'est comme I égale U sur R, donc ça fait T1 moins T0 sur R de la glace, c'est-à-dire donc T1 moins T0 fois lambda de l'eau fois S divisé par E, est égal donc maintenant au flux total de conduction qui traverse la glace, donc de T0 moins température de surface. Donc là, il fallait bien introduire une température de surface, bien voir cette discontinuité de température. Donc lambda de la glace fois S sur E, et c'est aussi égal, donc d'après la loi de conducto-convection, donc là on compte tout ça positivement, donc à HS, facteur donc de TS moins T2. Donc dans ces deux égalités, parce que là il y a deux égalités, on a en fait deux inconnus. Comme inconnu, on a TS qui dépend du temps, la température de surface, et bien sûr on a ZG également. Ah oui, alors là je me suis trompé. Ici c'est ZG, bien sûr c'est l'épaisseur de glace. Donc on a ces deux fonctions inconnues. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder ici cette équation par exemple pour éliminer TS, exprimer TS en fonction de T0, T2 et ZG et les lambda, tout ça. Ah oui, ça se simplifie, S se simplifie partout, voilà. Donc ça on peut le faire aussi. Et donc une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura TS en fonction des données, eh bien on va le réinjecter dans une des deux expressions et du coup on pourra résoudre ici l'équation différentielle associée. Alors, allez on fait ça. Donc divisé par H plus lambda glace sur ZG, et on peut réinjecter ça dans une des deux expressions. Donc par exemple cette expression-là, donc T0 moins TS, donc ça va faire T0 moins, et donc on va identifier ça avec ce premier terme, et on a une équation différentielle en ZG. C'est une équation du premier ordre. C'est peut-être pas une équation linéaire, mais comme toute équation du premier ordre qui se respecte, elle est toujours à variable séparable. Simplement, je regarde un petit peu également l'approximation que l'on a, qui est que, en fait, E sur lambda E est très grand devant ZG sur lambda G plus 1 sur H. En fait, un peu ce qu'on nous dit, c'est que la conductance, ou plutôt la résistance thermique de l'eau est très grande devant la résistance thermique de la glace et puis aussi la résistance pariétale. Donc ça signifie que comme cette résistance est très grande, en fait le flux thermique qui va provenir de l'eau ici va probablement être négligeable et que finalement dans la loi des nœuds, c'est un petit peu comme si on considérait finalement que tout provenait de la solidification. On sait qu'une solidification, voilà, ça va libérer beaucoup d'énergie. Donc ça revient un petit peu à faire ça, ce qui devrait nous simplifier quand même pas mal les calculs. Alors je m'aperçois simplement que j'ai oublié de multiplier tout ça par lambda glace sur ZG. Donc on divise par, on multiplie par lambda glace. Et donc on obtient l'équation différentielle suivante. Donc dZg sur dt
rho glace L fusion égale à, donc T0 moins T2, lambda glace divisé par HZG plus lambda glace. Donc on va séparer les variables. Donc ρg LF facteur de HZ glace plus lambda glace. DZG est égal à T0 moins T2 lambda glace fois dt. Et on intègre entre 0 et t. Donc ici, la variable d'interaction, c'est zg. Donc de 0, il n'y avait pas d'épaisseur, à zg de t. Donc on va obtenir ρg LF facteur de h zg carré sur 2 plus lambda g zg de t. Allez, je vais diviser par t0 moins t2 égale à donc lambda glace fois t. Et là, je multiplie par h. Donc voilà l'expression, l'équation demandée. Alors, simplement, il y a encore un petit boulot à faire parce que, donc visiblement, il y a des grandeurs caractéristiques à faire intervenir. Donc, dans l'expression qui nous est donnée, le zg carré, il est sans aucun coefficient devant. Hein, c'est un petit peu ça qui va nous servir de point de départ pour pouvoir identifier les différentes grandeurs. Donc, on met h sur 2 en facteur. Ça va nous donner ρg LF h sur 2 divisé par donc, t0 moins t2, donc facteur de zg carré plus lambda de lambda glace sur h zg égale donc à lambda glace h fois t. Donc là, on peut identifier Lg ici. Donc par homogénéité, forcément, ça va être homogène à une distance, c'est une distance caractéristique. Donc Lg qui vaut 2 lambda glace sur h. Et donc une fois qu'on a ça, comme on sait que ici on veut également ce coefficient Lg mais au carré, donc on va tout faire pour le faire apparaître. Donc si on le veut, donc je vais mettre de la couleur, donc Lg au carré ça va faire 4 lambda g carré sur h carré, donc on va mettre un h cube. Donc ce qui signifie qu'en fait on a multiplié ici par 4 par lambda g et on a divisé par h cube. Et donc grâce à ça, eh bien, on peut identifier notre coefficient tau g qui est forcément homogène à un temps, puisqu'ici on aura une longueur au carré fois un temps, donc là on a une longueur au carré fois un temps. Et donc par identification et simplification par 2 et par h, donc on trouve que tau g vaut lambda g rho g LF fois 2 divisé par h carré T0 moins T2. Donc voilà ce que j'ai trouvé pour tau g. Alors je pense que ça valait sûrement la peine de vérifier quand même l'homogénéité de ce tau g. Bon alors je l'ai fait, hein, je l'ai fait sur un petit coin de papier, juste avant de te proposer ce petit calcul. Donc ça marche, hein, voilà, je te laisse le vérifier si tu veux. Allez, je ne me lance pas là-dedans ici pour gagner un petit peu de temps. Alors, tracer et commenter l'allure de la courbe donnant Zg en fonction de t. On montrera notamment l'existence de deux régimes successifs. Alors, quand t est petit, donc mettons peut-être la relation sous cette forme-là. Le problème, c'est qu'on a t en fonction de Zg et non pas Zg en fonction de t. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être presque pu considérer ça comme une équation du second degré, pourquoi pas, hein, l'idée me vient là, et se dire on va résoudre, hein, c'est possible, peut-être certains l'ont fait, peut-être que tu l'as fait, c'est pas idiot. Et après, regarder les expressions. Bon, moi je vais peut-être faire différemment. Pour les temps faibles, quand Zg est petit, on sait que Zg va être très petit, Z carré va être petit devant Zg. Donc on peut dire que là, ça va être ce terme-là qui domine. Quand Zg est petit devant Lg,
Donc c'est ce terme-là qui domine, et donc ça est négligeable, et donc ça nous donne un ZG qui vaut à peu près, donc pour les temps faibles, donc à peu près, donc ça va être proportionnel au temps, on peut simplifier par LG, donc ça va faire LG fois T sur taux G. Donc au début, on a une croissance linéaire. Donc ça augmente assez rapidement au début, et puis ensuite, quand ZG devient grand devant LG, donc c'est un peu LG qui fait la frontière entre ces deux parties, et bien à ce moment-là, on va avoir un comportement typique de la diffusion, c'est-à-dire que la couche de glace va croître en racine du temps. Donc on aura ZG qui va être environ égal, donc ça c'est pour les temps élevés, au-dessus de taux G, donc à LG racine de T sur taux G. Donc en gros, donc si on dessine au début, donc on peut mettre le temps, on va mettre taux G, on va mettre LG. Donc on va avoir une croissance, voilà, il y a une zone intermédiaire, et après ça croît en racine du temps, quand le temps est grand devant taux G, et que donc Z augmente au-dessus de LG. Donc LG, un temps caractéristique, et taux G, un temps caractéristique. Voilà. Donc c'est une épreuve relativement classique de diffusion, et franchement assez bien construite, peut-être à part le coup de l'ampli hop. Voilà, on se retrouve pour la suite de la correction de cette épreuve ou d'autres épreuves. À bientôt sur e-learning physique.